à tous et bienvenue sur notre chaîne LDTS TV dans notre émission Rétro qui a pour but de motiver, encourager et promouvoir tous les nouveaux entrepreneurs. Aujourd'hui plus particulièrement, nous recevons un invité très spécial, Monsieur Fadel Ndao. De l'aude de la borne-fontaine à l'ingénierie hydraulique, son parcours a été une véritable ode à l'engagement et à la persévérance. Bonjour Monsieur Fadel. Bonjour Madame. Nous sommes très heureux de vous recevoir aujourd'hui. Merci. Afin de vous présenter à nos téléspectateurs, pouvez-vous s'il vous plaît nous parler de votre parcours académique, de votre enfance et vos projets perso? Voilà. Merci beaucoup, merci Madame. Donc, je suis vraiment très heureux d'être votre invité. Mon parcours académique a commencé avec mon diplôme de baccalauréat que j'ai eu au lycée président de Dakar. Et en fait, après mon bac, il y avait une proposition de la communauté européenne de sélectionner des étudiants pour faire des études en Europe dans les domaines différents tels que l'agronomie, les mines, l'hydraulique. Et comme par hasard, j'ai choisi l'hydraulique. Oui. Je pensais à l'époque que le Sénégal avait traversé une grande période de sécheresse. Et j'avais l'intuition qu'en choisissant l'hydraulique, je pourrais, après mes études, revenir aider mon pays à résoudre ses difficultés liées à l'eau. Et donc, je suis allé en France, j'ai fait l'université Paul Sabatier de Toulouse, où j'ai fait une licence de mécanique des fluides, et j'ai rejoint ensuite l'école nationale du génie de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, où j'ai fait mes études d'hydraulique. Et en 1984, j'ai rejoint mon pays pour donc mettre mon savoir au service de mon pays, le Sénégal. C'est beau, c'est un très beau parcours. Et justement, au niveau de ces allées et venues entre votre pays et la France, comment vous l'avez vécu au niveau de votre famille, au niveau de l'engagement que vous aviez à fournir au niveau de vos études? Ça a été dur pour vous à certains moments? Est-ce que vous vous êtes dit, je suis loin du pays, je me sens seul? Parce que ça peut arriver une fois arrivé en France. Tout à fait. Bon, la chance qu'on avait aussi, c'est qu'on était un groupe d'étudiants. Et donc, on a, disons, à l'intérieur de la France, on était assez solidaires. Et à l'époque, malheureusement, il n'y avait pas les nouvelles technologies pour pouvoir être en contact avec la famille. Régulièrement, le téléphone ne fonctionnait pas tellement. Donc, c'est pas des lettres qu'on pouvait correspondre avec la famille au Sénégal. Mais la motivation principale, c'est que je venais d'une famille pauvre dans la banlieue de Dakar. Avec une famille nombreuse. Et donc, je l'ai dit dans le livre, j'ai aidé ma mère à aller chercher l'eau à la borne-fontaine. Parce qu'à l'époque, dans cette banlieue-là, peut-être il y a un ménage sur 4 ou un ménage sur 5 qui avait l'eau à domicile. Donc, il fallait chercher l'eau au niveau des bornes-fontaines. Il fallait aussi peut-être acheter l'eau aussi au niveau des revendeurs d'eau. Et moi, j'ai aidé ma mère à aller chercher l'eau. Et peut-être ce qui a créé ma motivation pour vraiment, non seulement aider ma mère à l'époque pour aller chercher l'eau, mais également travailler pour que les populations sénégalaises puissent disposer de l'eau à domicile. En aidant votre mère, au final, vous avez aidé votre pays. Donc, vous avez aussi permis à la nouvelle génération, à travers vous, de se dire que, effectivement, c'est possible d'évoluer, de faire des grandes études, de venir en France, de pouvoir faire des allées et venues et finalement réussir son projet. Quelles sont les idéologies aujourd'hui que vous pouvez transmettre et que vous avez envie de transmettre à la nouvelle génération? Oui, donc après mes études, j'avais la possibilité de rester en France et de travailler pour la France, mais bon, je pense que la motivation principale c'était de retourner, d'aider mon pays. Et je l'ai fait vraiment en essayant au maximum de profiter de ma position pour donner de l'eau aux populations. Et donc, pendant toute ma carrière, mes efforts ont été tendus vers la satisfaction des besoins en eau des populations. Donc, en milieu rural, j'ai d'abord commencé ma carrière en milieu rural, où au Sénégal, on faisait des forages en milieu rural. Et c'est vraiment très, très émouvant à chaque fois que vous réalisez une bonne fontaine dans un village et que vous voyez, disons, vous avez le retour des populations par rapport aux souffrances que ces populations enduraient pour aller chercher l'eau sur une dizaine de kilomètres, surtout les femmes, et que vous voyez la bonne fontaine à proximité et l'eau jaillir avec une clarté et avec une pression. Donc dans le regard des femmes, vous voyez quand même ça, c'était une grosse motivation pour nous. Et donc pendant toute ma carrière, j'ai veillé à ce que vraiment, je fais tous les efforts pour que les populations aient accès à l'eau, que ce soit au Sénégal, que ce soit aussi dans les autres pays que j'ai fréquentés. Donc on peut considérer que vous êtes une figure emblématique pour votre pays
et un exemple pour la France, étant venu justement d'Afrique et avoir réalisé tout ce parcours et ces exploits? Mais pour l'Afrique, je pense que voilà, donc c'est les mêmes problèmes que nous rencontrons partout en Afrique. Aujourd'hui, nous sommes à l'ère des objectifs de développement durable. On est à 6 ans de l'objectif de 2030. Et l'un des objectifs principaux que l'ONU s'est fixé pour 2030, c'est de faire en sorte que les populations aient accès à l'eau à domicile. Et donc, bon, le bilan qui est fait maintenant n'est pas très reluisant pour l'Afrique, parce qu'on a encore 35% de la population africaine, soit à peu près 350 à 400 millions de personnes, qui n'ont pas encore accès à l'eau à domicile. Donc, voilà, pour l'Afrique, donc, ces efforts que nous sommes en train de faire, et toute cette sensibilisation à travers ces livres, ce plaidoyer que nous faisons sur l'eau, c'est pour faire en sorte que vraiment les Africains aient accès à l'eau. Et la conséquence de ce manque d'eau en Afrique se fait surtout ressentir au niveau des enfants. Parce que l'UNICEF dit que pratiquement 500 enfants par jour meurent en Afrique du fait du manque d'eau. Donc tous les efforts que nous avons faits en Afrique, que ce soit au Burkina Faso, que ce soit en Égypte, en Afrique du Sud ou en Côte d'Ivoire, qui était ma dernière station, donc ont tendu vers la satisfaction des besoins en eau des populations. Pour la France, vous avez cité la France. Bon, je pense que ce qui est important pour la France, c'est d'avoir, ou bien la communauté européenne, c'est d'avoir donné la possibilité à un jeune d'avoir accès à une éducation, d'avoir une bourse, et puis que en fait, cette formation-là est servie le pays d'origine et pas la France. Je crois que ça, c'est très important. Et quand je suis retourné à l'école, à mon école d'ingénieur qui m'a formé, l'École nationale de l'eau et de l'environnement de Strasbourg, j'ai pu voir à travers la direction, à travers les dirigeants, une grande satisfaction de voir que 40 ans après ma formation, je reviens avec un livre sur mon parcours qui montre que donc, cette formation-là a été utile et que donc voilà, j'ai servi mon pays, j'ai servi l'Afrique et je viens en France maintenant auprès des étudiants à faire part de mon parcours, partager mon parcours pour mieux motiver encore les étudiants. Et justement, vous parlez des étudiants que vous avez rencontrés dans votre ancien établissement. Est-ce que vous pensez avoir suscité cette envie de faire la même chose que vous, de réaliser les mêmes exploits et de sauver et d'aider l'Afrique à évoluer? Vous pensez avoir sensibilisé quelques étudiants? Voilà, en fait, j'ai rencontré des étudiants sénégalais, des étudiants africains qui sont formés dans cette école. Et pour eux, c'est vraiment extrêmement intéressant de voir qu'il y a un aîné qui a été formé dans cette école et qui a eu ce parcours-là. Donc c'est une grande motivation pour eux. Et puis également aussi, même les étudiants français. Je pense que ont été très sensibles sur mon discours sur l'Afrique, sur les difficultés que nous rencontrons en Afrique. Parce qu'ici en France, vous ouvrez votre robinet, vous avez l'eau. Et donc vous avez ici des consommations unitaires, disons par personne et par jour, qui frôlent les 500 litres par habitant et par jour. Et quand, devant une audience comme ça, on leur dit que jusqu'à présent en Afrique, il y a des gens qui vont aller chercher l'eau à des dizaines de kilomètres et que la consommation unitaire en Afrique, pour certains pays, ne dépasse même pas 20 litres par habitant et par jour, vous voyez là le gap. Et donc voilà, il y a un grand besoin donc, de faire en sorte que les personnes en Occident soient sensibilisées à ce problème-là et que ces jeunes étudiants, par exemple, puissent, à travers leur parcours, essayer d'aider l'Afrique en quelque sorte à améliorer l'accès à l'eau. Je vois. Pour réaliser ce que vous avez réalisé, M. Fadel, est-ce que vous avez eu à solliciter certains partenaires, que ce soit en Afrique ou en France? Comment ça s'est passé? Quelle était la procédure pour justement contacter ces partenaires de façon à sensibiliser justement nos nouveaux entrepreneurs qui souhaiteraient prendre contact avec des partenaires ou lier des partenariats? Qu'est-ce que vous recommandez à ces jeunes nouveaux entrepreneurs? Voilà, écoutez, d'abord il faut qu'on compte sur nous-mêmes. Je crois que ça c'est vraiment important. Si je prends l'exemple du Sénégal, vraiment qui a réussi quand même, parce que je donne un tableau assez sombre de l'Afrique aujourd'hui, mais il y a des exceptions. Et l'une de ces exceptions-là, c'est le Sénégal quand même, où grâce aux réformes, grâce à la volonté politique, les réformes qui ont été mises en œuvre aussi bien en milieu urbain qu'en milieu rural, aujourd'hui on a des taux d'accès
à l'eau à domicile qui sont vraiment importants au Sénégal. On a 90%, d'après les dernières statistiques, 90% de la population urbaine a accès à l'eau à domicile et 54% des populations rurales ont également accès à l'eau à domicile. Et donc ça, c'est quand même un résultat important que le Sénégal a pu obtenir grâce à presque une trentaine d'années de réformes. Et quand je parle de réformes, je dis une planification sur le secteur et puis également des financements qui ont été mobilisés par l'État aussi à travers donc, son budget propre. Donc il faut compter sur nous-mêmes d'abord. Et à travers aussi les financements des partenaires internationaux, tels que la Banque mondiale, l'Agence française de développement, la Banque européenne d'investissement. Donc beaucoup de partenaires se sont vraiment joints au programme que le Sénégal a défini pour accompagner le pays à réaliser des ouvrages et atteindre ces objectifs dont j'ai parlé. Pour les entrepreneurs, donc, la possibilité c'est de participer à la réalisation des travaux. Et donc ça, en Afrique, c'est très très important. On a des objectifs, on a des financements qui sont mobilisés. Et donc, je pense que les jeunes et les entrepreneurs peuvent créer des entreprises, par exemple, pour participer à la réalisation des travaux. Et puis également, ce qui est également une nouvelle modalité de financement, c'est ce qu'on appelle les partenariats publics-privés. Et donc, on ne peut pas compter seulement sur le budget de l'État, on ne peut pas seulement compter sur le concours des partenaires, tels que la Banque mondiale, ceux que j'ai cités tout à l'heure, mais il faut aussi des financements privés. Et donc, la diaspora africaine peut beaucoup contribuer à travers des partenariats publics-privés pour vraiment financer les investissements nécessaires pour atteindre nos objectifs. Vous avez parlé de la Banque mondiale, vous avez parlé de l'État. Donc, ce que vous essayez de nous dire, c'est que d'une certaine façon, c'est grâce au financement de l'État que vous êtes arrivé à réaliser ce que vous avez réalisé. Donc, si par exemple l'État n'avait pas accepté ou subventionné certains de vos projets, vous n'y seriez pas arrivé comme aujourd'hui? Exactement. Je crois que le rôle de l'État, le leadership politique, c'est vraiment très important. Que l'État se dise que ça, c'est un objectif essentiel, c'est un droit de l'homme, en fait, de donner l'eau, voilà, d'apporter de l'eau potable aux populations. Ça a un impact assez important sur la santé des populations. Ça a un impact très important sur la mortalité infantile. Ça a un impact aussi sur la fréquentation des jeunes filles à l'école. Parce qu'on pousse les jeunes filles à fréquenter l'école. Mais s'il n'y a pas d'eau, ces jeunes filles-là se consacrent une bonne partie de leur temps à aller chercher l'eau à des dizaines de kilomètres et donc ne peuvent pas assister au cours. Donc ça, c'est très important. La volonté politique de l'État est déterminante si on veut atteindre ces objectifs-là. Et maintenant, les bailleurs de fonds accompagnent, les partenaires privés accompagnent, mais la volonté politique de l'État est vraiment centrale pour atteindre ces objectifs. Et comment faire pour se rapprocher de l'État, d'une personne qui serait suffisamment proche de l'État pour financer et subventionner un projet, par exemple, qu'un jeune entrepreneur voudrait mettre en marche? Comment faire? Voilà, donc, comme je l'ai dit tout à l'heure, il y a des projets que l'État initie. Et il y a des projets aussi que des entrepreneurs ou des ONG peuvent initier. Je pense qu'il y a une bonne place aussi pour les ONG. Dans le cadre du programme, en tout cas, que j'avais mis en œuvre au Sénégal, qui est le programme eau potable et assainissement du millénaire, on avait ouvert la place aux ONG. Et donc, ce qui veut dire que si vous avez même un petit financement et que vous voulez participer à l'augmentation de l'accès à l'eau des populations, vous pouvez définir votre projet, faire en sorte que l'État accepte le projet et donc vous pouvez travailler et participer au progrès en ce qui concerne l'alimentation en eau potable. Et comme je l'ai dit tout à l'heure aussi, il y a des possibilités de participer en tant qu'entrepreneur. Si vous êtes un jeune ingénieur, vous créez votre entreprise de travaux ou bien votre entreprise d'ingénierie. Beaucoup de jeunes ont créé des entreprises d'ingénierie parce qu'il faut des ingénieurs pour faire les calculs, pour déterminer vraiment les emplacements des ouvrages et également pour faire le suivi des travaux. Donc il y a une place vraiment pour les jeunes entrepreneurs dans cette volonté de donner de l'eau à toute la population.
ayant collaboré avec l'État. Aujourd'hui, est-ce que vous vous considérez d'une certaine façon étant comme un homme politicien ou plus comme un ingénieur ou alors un écrivain? Voilà, chacun a sa place. Chacun a sa place. Voilà, je pense que les politiciens ont leur place et les ingénieurs ont leur place. L'essentiel, c'est de créer une bonne synergie. Oui. Parce que les politiciens, comme j'ai dit, c'est eux qui donnent vraiment la tendance, qui ont l'ambition et qui ont également la possibilité de mobiliser des financements. Et nous, les ingénieurs, nous devons accompagner les politiciens un peu pour vraiment que l'objectif soit réalisé, hein, avec notre connaissance, avec notre savoir-faire. Mais il est certain aussi que on a un rôle de plaidoyer aussi. Et donc, si vous parlez du livre, oui, c'est qu'en tant qu'écrivain aussi, nous, en tant qu'ingénieurs et en tant qu'écrivain, nous participons aussi à renforcer le plaidoyer pour l'accès à l'eau et pour que les enjeux de l'Afrique en ce qui concerne l'eau puissent être pris en compte dans les politiques publiques. Je vois. Donc, le message de votre livre, en soi, ça serait de sensibiliser la population au manque d'eau en Afrique, sensibiliser la diaspora à l'impact qu'elle pourrait avoir en Afrique, et sensibiliser aussi plus particulièrement la nouvelle génération, parce que c'est la nouvelle génération de demain qui pourra justement effacer toutes les failles qui sont présentes aujourd'hui. Quel est le message que vous souhaitez laisser à nos entrepreneurs qui nous regardent, à nos téléspectateurs? Quel est le mot de la fin pour vous? Voilà, en fait, s'il y a un message à passer, disons que je tire à peu près 3 messages principaux de ce livre-là. La première chose, je l'ai dit, c'est l'accès à l'eau potable, hein, parce que c'est un droit humain, et donc il n'y a pas de vie sans eau, sans eau potable dans un premier temps. Donc l'eau potable, c'est vraiment très important. Et donc en Afrique, je l'ai dit, il y a 350 millions de personnes qui n'ont pas accès à l'eau potable. Donc ça, c'est la priorité des priorités. Et il faut tout faire pour qu'il y ait les financements nécessaires pour qu'on réduise ce gap-là. Quand on va évaluer les objectifs de développement durable en 2030, malheureusement, le continent africain sera le seul continent qui n'aura pas atteint cet objectif-là. Et donc, on a encore 6 ans. Et donc, il est temps que les populations, que les politiques vraiment se mobilisent pour atteindre cet objectif-là. Parce que l'impact est très important, comme je l'ai dit. C'est donc 500 enfants par jour qui meurent liés du fait du manque d'eau. Et donc, il faut pour cela aussi faire des réformes. Ce n'est pas seulement une question de financement. Il faut faire des réformes, faire en sorte que véritablement les sociétés d'eau puissent rendre un service correct. Parce qu'il ne s'agit pas seulement d'apporter de l'eau à domicile, mais il faut faire en sorte aussi que cette eau-là soit potable et qu'il y ait suffisamment de pression. Et il faut des sociétés d'eau donc qui aient les capacités financières pour pouvoir résoudre cette équation-là. Et donc au Sénégal, ce problème a été résolu comme je l'ai dit. Et donc grâce aux réformes, aujourd'hui donc on a presque l'accès universel à l'eau potable. Et donc ça c'est un message vraiment très fort, mettre l'accent sur l'eau potable. Le deuxième message, c'est lié à la coopération transfrontalière. C'est-à-dire aujourd'hui en Afrique, l'Afrique a été balkanisée avec plus de 50 États, mais l'eau, bon, malheureusement d'ailleurs, ne connaît pas de frontières. Donc ce qui est important, c'est qu'il y ait une coopération entre les États pour la maîtrise de l'eau. Et dans le livre, je donne des exemples qui montrent que l'Afrique est très en retard par rapport à la maîtrise de l'eau. En Chine, par exemple, la Chine est 2 fois moins importante en superficie que l'Afrique. Mais aujourd'hui, en Chine, on compte plus de 20 000 barrages. Et en Afrique, on a au maximum de 1500 barrages. Ce qui veut dire qu'il y a un problème de maîtrise de l'eau en Afrique. Il faut donc réaliser des barrages, faire en sorte qu'il y ait une coopération entre les pays pour la gestion de l'eau. Si on prend le cas, par exemple, du Sénégal, de la Guinée, du Mali et de la Mauritanie, il y a une organisation pour la mise en valeur du fleuve Sénégal qui a été mise en place. Dans les années 70, les présidents à l'époque ont été vraiment visionnaires pour dire que le fleuve Sénégal n'est pas seulement un fleuve du Sénégal, mais c'est un fleuve international. Ils ont mis en place un cadre de coopération qui leur a permis de réaliser des barrages. Parce que réaliser des barrages, il y a plusieurs fonctions. Il y a la fonction d'abord, premièrement, de pouvoir donner de l'eau pour l'agriculture. Il y a la fonction aussi de préserver les populations des problématiques liées aux inondations. Vous savez qu'aujourd'hui en Afrique, pour cet hivernage, on a beaucoup de problèmes. En Afrique de l'Ouest seulement,
vous avez presque 500 000 personnes qui ont été déplacées du fait des inondations. Au Niger, il y a 200 morts et plus de 300 000 sans-abri du fait des inondations. Et vous avez vu que la ville de Maïdougouri aussi, pratiquement au nord du Nigeria, a été pratiquement inondée à hauteur de 40%. Donc les barrages permettent de retenir l'eau en amont et d'éviter aux populations ces inondations. Donc il faut réaliser des barrages et il faut aussi protéger les ressources en eau. Ça c'est un message important aussi que je fais. Par exemple, en Afrique de l'Ouest, en Côte d'Ivoire, le plus grand fleuve, le Blanc-Dama, est menacé par l'orpaillage clandestin. Parce qu'ils utilisent des produits chimiques tels que le mercure qui polluent les rivières. Au Sénégal aussi, dans le livre, je fais un cri du cœur pour le fleuve Falémé, un fleuve aussi qui alimente le fleuve Sénégal, mais qui est menacé par l'orpaillage clandestin. Et le gouvernement, conscient de cette difficulté-là, vient d'interdire cet orpaillage au niveau du fleuve Falémé. Donc c'est important de protéger nos ressources en eau. Et donc cette coopération transfrontalière permettra vraiment de réaliser le potentiel, par exemple sur l'énergie. Si je prends l'exemple du bassin du fleuve Congo, il y a 1000 milliards de mètres cubes qui sont rejetés en mer, parce qu'il n'y a pas de barrage, il n'y a pas de... Et alors que si on faisait des barrages sur le bassin du fleuve Congo, on pourrait fournir 125 gigawatts, on pourrait créer 125 gigawatts d'énergie, ce qui correspond à peu près à 25% de la consommation totale en Afrique. Donc vous voyez le gaspillage. On rejette de l'eau en mer, 1000 milliards de mètres cubes, qui est l'équivalent en fait de l'ensemble des ressources en eau renouvelables en Afrique de l'Ouest. Et donc il y a une urgence à ce qu'il y ait une coopération entre les pays. Le bassin du fleuve Congo regroupe par exemple 7 pays. Il faut coopérer et faire en sorte qu'il y ait une maîtrise de l'eau. Aujourd'hui, le cas du barrage de la Renaissance en Éthiopie a posé beaucoup de problèmes. On a craint la guerre entre l'Égypte et l'Éthiopie. Mais donc pour le moment ça va, donc grâce à des concertations, la guerre a pu être évitée, mais il faudrait que ces pays-là se regroupent, parce qu'en amont aussi, l'Égypte est en aval, a besoin de cette ressource, mais en amont aussi, tous les 14 pays qui partagent le bassin du Nil ont besoin aussi de coopérer et de faire réaliser des barrages. Donc ça c'est vraiment le deuxième message, c'est vraiment faire en sorte que l'eau soit partagée et que l'eau également soit protégée au niveau de nos bassins versants. Donc voilà un peu ce que je voulais dire comme message, qu'il y ait une prise de conscience plus grande de l'importance de l'eau. Et en fait, à la limite, je pourrais terminer par un élément extrêmement important aussi, c'est l'agriculture. Parce que l'Afrique, aujourd'hui, a des problèmes pour se nourrir. Dans un contexte où, en Ukraine et en Inde, pratiquement, ils ont arrêté les exportations de céréales, on voit que l'Afrique qui importe beaucoup de céréales, notamment le riz, le blé, souffre. Donc il faut que l'Afrique puisse être autosuffisante. Et pour cela aussi, il faudrait qu'on développe l'irrigation. Et aujourd'hui, j'aime bien cette comparaison avec la Chine. Aujourd'hui, la Chine exploite, disons, irrigue pratiquement 41% de ses terres. Alors qu'à l'Afrique, si on prend l'Afrique subsaharienne, au total, on est à 5%. Donc ça veut dire que pour nourrir la population, il faut maîtriser l'eau, il faut faire de l'irrigation, et ça c'est vraiment extrêmement important parce que l'Afrique ne pourra pas se développer si l'Afrique ne peut pas se nourrir par elle-même. Et donc un message extrêmement important aussi, c'est que cette maîtrise de l'eau puisse profiter aux Africains, non seulement pour l'eau à boire, non seulement pour les protéger contre les inondations, mais également pour leur permettre d'avoir des activités et qui font qu'ils restent chez eux. Parce que si on regarde le problème de l'immigration, c'est lié à ça. Parce que les populations, voilà, exactement. Les populations ne se sentent plus bien dans le terroir. Avec la sécheresse et les phénomènes du changement climatique, les gens, il y a moins d'eau, il y a moins de pluie, et donc il y a moins d'activités agricoles. Les gens vont vers les villes pour essayer d'avoir des activités de survie, mais il faudrait qu'on maintienne les gens dans le terroir. Mais la seule manière de les maintenir, c'est de leur donner des activités, créer de l'emploi à travers l'agriculture. C'est vraiment fondamental. Donc votre message est passé, M. Fadel. Merci beaucoup. On vous remercie pour votre venue et nous sommes très heureux de vous recevoir, de vous avoir reçu aujourd'hui et nous vous remercions pour cette interview. Voilà. Merci de m'avoir invité en tout cas et je suis très heureux de pouvoir continuer cette discussion, cette collaboration. Avec plaisir. Merci. Merci monsieur. Alors merci M. Fadel d'être venu aujourd'hui pour notre émission.
Nous vous souhaitons une très bonne soirée et nous vous remercions de nous avoir écoutés. À très bientôt.